J'ai arrêté il n'y a pas longtemps avec une patiente et c'était un enfer. Tu vois, j'ai commencé à extraire, à mettre un implant, à préparer. Et au stade des provisoires, jamais contente, des provisoires. Pourtant, c'était beau quoi déjà. Ah, moi je regarde la bouche directement. Direct. Ouais. Je regarde pas les yeux, je regarde rien du tout. Euh, la bouche en premier, Ouais, les yeux en deuxième, ouais. enfin, le sourire et tout. Et puis ensuite, faut que j'arrête ma phrase sinon. Bonjour à tous et bienvenue sur notre média. Aujourd'hui, nous sommes le 28 juillet 2023 et nous accueillons notre premier invité, le docteur Pierre Layan, jeune dentiste passionné par les avancées scientifiques ainsi que d'une pratique moderne de la dentisterie. Tu nous accueilles dans ton cabinet, c'est hyper cool, je te remercie. Merci d'être ici avec nous aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais te présenter ainsi que ton parcours en quelques mots pour les auditeurs? Alors bonjour, merci pour cette invitation. Je m'appelle donc Pierre Layan, j'ai une pratique spécifique exclusivement tournée vers l'esthétique. Donc je soigne un peu tous les cas complexes, tous les cas que les autres dentistes ne savent pas faire ou n'ont pas envie de gérer au sein de leur cabinet car ça représente beaucoup de stress. Donc voilà, je les soigne. Et mon parcours, j'ai fait ma fac à Madrid pendant 6 ans. J'ai adoré cette ville. Après Madrid, je me suis installé à Bordeaux pour retrouver un peu ma famille. J'ai passé un an là-bas. Célibataire, tous mes copains étaient à Paris. J'ai décidé de venir à Paris exercer la dentisterie et je regrette pas. Ça fait maintenant 6 ans que j'y suis et je me plais énormément. Tu as fait des formations en plus? J'ai fait pas mal de formations effectivement. Je me suis vraiment passionné par la dentisterie donc je suis allé à des milliers de conférences, je crois. J'ai fait des formations en France, des DU, que ce soit des DU de prothèses, d'implanto, d'anatomie, d'occlusodontie aussi. Et je suis aussi parti pas mal à l'étranger pour voir un petit peu les masters internationaux et apprendre de leurs techniques pour les importer en France et les réaliser en France, justement. Tu as été en Italie? J'ai fait, alors maintenant c'est beaucoup Roumanie, les pays de l'Est. Il y a beaucoup de gens très forts. Ouais, ouais. Roumanie, Hongrie, chez Itzver Urban. Roumanie, c'était chez Florine Coffard. Je suis parti en Espagne, je suis parti, voilà, et puis après sur Internet. Ok, top. Et ça va, ça t'a plu? Ça m'a plu, ouais, ça m'a plu. Et puis, mais limite maintenant, pour trouver vraiment des choses nouvelles, faut aller de plus en plus loin, voir un peu ce que font les autres. Mais bon, c'est après, on arrive à un stade où pour trouver de la nouveauté, il faut changer un peu de secteur, passer plus à de la chirurgie et puis mixer après les différentes techniques. Voilà, c'est très intéressant. En fait, ça s'arrête jamais l'apprentissage. Ça s'arrête jamais, ça va très vite, surtout ces dernières années. Donc, enfin, je plains entre guillemets les praticiens un peu plus âgés qui ne sont pas forcément des geeks. Parce qu'entre le numérique, l'informatique, tout qui va plus vite, la communication labo, même les labos qui peuvent être un peu largués, c'est compliqué d'avoir une pratique vraiment au top niveau des avancées technologiques si on n'a pas baigné dedans déjà de façon générationnelle. Là, je suis à la limite de la génération qui sait utiliser un peu tout ça. Et je sais que dans 10 ans, je vais peut-être être largué si je ne suis pas à fond dès maintenant. Ça va très vite. Ça va très très vite. Ok. Est-ce que tu pourrais nous dire combien de temps tu passes avec un patient en première consultation? Alors, première consultation, c'est une consultation qui dure minimum une demi-heure, mais souvent ça dure 1 heure. Pourquoi? Parce que bah, c'est des cas complexes. Je prends des photos, je communique énormément avec eux, je leur apprends ce qu'ils doivent voir dans leur sourire, ce qui ne va pas, pour mieux leur expliquer ensuite ce que je peux leur proposer. Et ça prend du temps. Prend du temps et surtout, c'est souvent des grosses séances, des soins qui vont être coûteux aussi. Donc pour que ce soit coûteux, le patient a besoin de faire confiance en son praticien et ils ne me connaissent pas d'origine. Alors même s'ils sont adressés, même si on leur a dit que j'étais euh, bon dans ce que je faisais, ça ne suffit pas. Il faut créer une relation de confiance. Et une relation de confiance, ça se crée quand on prend du temps pour les explications et la communication avec eux. Donc ouais, 1 heure. Une question qui a un petit rapport avec ce dont on parle. Est-ce que par hasard, tu as vu le dernier Mission Impossible? Non, je l'ai pas vu. Ok, ben dedans, on y retrouve Tom Cruise. Ok. Tu l'as déjà vu jouer, Ouais. Ah, donc tu l'as déjà vu jouer au cinéma.
Est-ce que tu es au courant qu'il a un sacré chantier en bouche? Ouais, je suis au courant qu'il a une incisive aussi au milieu du visage. Oui, il a la ligne médiane complètement décalée. Est-ce que tu penses que toutes les technologies dont un dentiste dispose peuvent aider à avoir un impact sur la confiance en soi et l'apparence générale d'une personne? Et pourquoi pas faire de lui une star? Alors oui, forcément, parce que ben, en plus dans notre génération, le sourire, c'est quelque chose qui crée une relation un peu plus avenante, un peu plus extravertie envers l'autre. Et si on n'a pas confiance dans son sourire, déjà, je pense que c'est comme, comment dire, et je pense que du coup, le sourire, si on n'est pas confiant envers son propre sourire, on n'ose pas sourire, on n'ose pas aller vers l'autre, et forcément, ça crée une relation qui n'est pas aussi fluide. Donc oui, le sourire, avoir confiance en son sourire, c'est une des bases. Ça suffit pas hein, pour avoir confiance en soi, c'est psychologique, etc. Mais ça aide à avoir quelque chose en plus, ou au moins ne pas avoir quelque chose en moins par rapport aux autres pour la relation de confiance. Une question qui te concerne presque personnellement. Pour toi, c'est quoi le rose et le blanc? Alors le blanc c'est les dents et le rose c'est la gencive. Et en fait, il faut qu'il y ait une harmonie entre gencive et dents, gauche-droite. Et la plupart des dentistes, c'est ça la différence, c'est que soit on est très praticien de façon prothétique, donc on s'occupe que du blanc, que des dents, et d'autres praticiens plus qui ont l'aspect chirurgical, s'occupent que du rose, que des gencives. Et l'étape en plus, c'est vraiment s'occuper des deux en même temps pour que les deux puissent se rejoindre et s'harmoniser lorsque le patient sourit. Et c'est le plus compliqué, mais je pense, enfin, en tout cas pour mon avis, le plus intéressant à réaliser. Et ça t'a pris du temps à maîtriser tout ça? Ça m'a pris du temps, ça me prend toujours du temps. Parce qu'en fait, ben, si je maîtrise entre guillemets maintenant, même si je maîtrise pas complètement, j'ai quand même des échecs, j'ai quand même des erreurs. Donc il faut savoir les réparer, les récupérer. Plus on va vers l'aspect chirurgical, plus ça présente des risques pour le patient, les nerfs, les muscles, etc. hein. Il y a des erreurs qui sont faites parfois. Enfin, des erreurs voilà, qui peuvent coûter cher, au moins qui sont stressantes pour le patient, qui sont stressantes aussi pour le praticien. Il faut savoir réparer ces erreurs. Donc, c'est pas si facile comme pratique, c'est pour ça que c'est stressant, pour ça que ça prend du temps et qu'il faut toujours s'améliorer. Ouais. C'est difficile, on ne maîtrise jamais vraiment une technique en fin de compte, sauf si on la réalise pendant 20 ans, 50 fois par jour. Mais en vrai, il y a toujours du stress quand on fait ça. C'est quand même pas mal patient dépendant. Des fois, ça réagit bien et des fois non. Exactement, on ne maîtrise pas tous les aspects du corps humain. Il m'est arrivé d'ailleurs une patiente, tout se passait bien, la chirurgie nickel, patiente en bonne santé, mais patiente épuisée par son travail, elle venait d'avoir le Covid. Et en fait, avec ce stress, peut-être moins bonne défense immunitaire, ben, elle m'a fait une mauvaise réaction. Alors que tous les voyants étaient ouverts, mais psychologiquement et physiquement, la patiente épuisée ne réagit pas pareil qu'une patiente. On a refait la chirurgie chez la même patiente. 2 semaines après 5 semaines de vacances qu'elle avait prises, ben, ça s'est très bien passé. Alors, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est l'état psychologique, le stress, etc. Je pense que oui. Mais oui, c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué de bon, travailler avec des patients, hein, pas avec une simple mâchoire. Tu m'as dit tout à l'heure que tu avais fait tes études à Madrid. Est-ce que au début de ta carrière, voire peut-être même encore maintenant, vis-à-vis de certains confrères qui voient peut-être ça d'un mauvais œil, tu as eu l'impression que tu devais faire tes preuves, montrer de quoi tu étais capable, montrer que ton travail était excellent, que tu devais travailler le double ou le triple? C'est exactement pour ça, je pense que aujourd'hui, ben, je suis aussi, enfin, c'est pas modeste de dire ça, mais aussi, enfin, ouais, c'est ça, j'avais quelque chose à prouver. Je suis sorti de la fac de Madrid, personne ne voulait m'embaucher. J'étais un des premiers praticiens sortis de Madrid, donc personne n'avait confiance. Je les comprends, hein. Du coup, je me suis dit, attendez les gars, c'est ça que vous voyez de moi? Ben, je vais vous montrer que non, c'est pas possible, je vais être meilleur, je vais faire de mon mieux, etc. Et en fait, cette envie de montrer que tu veux faire mieux, que tu veux être très bon dans ce que tu fais, ça m'a permis aussi d'arriver là où j'en suis. Je suis pas sûr que si j'avais fait mes études effectivement bah, à Bordeaux, ma ville natale, bah, j'aurais peut-être été plus cool dans ma pratique, j'aurais pas voulu me montrer ou me prouver des choses. Peut-être que si, j'en sais rien, mais je suis persuadé que ça fait partie en majorité de mon, du fait que je veuille aller plus loin comme ça.
Et puis Paris, c'est quand même une ville hautement concurrentielle. C'est ça. Si on réussit à Paris, on réussit partout, ouais. Surtout dans les quartiers, dans les beaux quartiers parisiens, entre guillemets, il y a 30 dentistes dans la rue, quoi. Donc, ouais. Tu es bien familier avec le Smile Cloud Design, qui est l'assistance à la planification de traitements assistés par intelligence artificielle. Est-ce que tu l'utilises, disons, systématiquement avec les patients? Ouais, systématiquement pour tous mes patients. Bah, déjà, c'est pas juste un outil d'intelligence artificielle pour communication du sourire, c'est aussi une plateforme de collaboration où on met toutes les informations du patient, le scan, le machin. On peut mettre des prothésistes, on peut rajouter d'autres praticiens avec lesquels on travaille sur le même cas. Parfois, je travaille avec d'autres praticiens de différentes villes et puis on a tout regroupé sur la même plateforme. Et en fait, c'est tellement simple d'utilisation que oui, c'est vraiment l'outil. Et je pense que c'est l'outil qui est le plus abouti actuellement. Et enfin, les praticiens qui veulent travailler de cette manière, je pense que ça va arriver de plus en plus au sein des cabinets, hein. Ouais, je pense que c'est vraiment le futur. Surtout que il y a enfin, il fait toujours évoluer son site, sa façon de faire, etc. Ça va très loin. Les nouveautés qui vont arriver, ça va très très loin. Donc, non, c'est vraiment un outil indispensable. C'est un peu un outil aussi de laboratoire pour le praticien. On peut voir plein de choses que avant on voyait qu'au laboratoire avec des logiciels qui coûtaient 10 000 euros l'année. Là, c'est 20 euros mensualité. Non, Je pense qu'aujourd'hui, quand on veut faire un peu d'esthétique ou même sans faire de l'esthétique, en fait, compte, c'est un outil quasiment indispensable. Ou en tout cas qui va le devenir. C'est donc à la portée de n'importe quel C'est à dentiste. le porter de n'importe quel dentiste. Après, voilà, il faut savoir utiliser un minimum un ordinateur, dézipper un fichier, importer, exporter. Enfin voilà, des choses qui nous paraissent, pour nous, notre génération, la base. Mais enfin, je fais pas mal de formations sur ce logiciel. Et c'est vrai que des praticiens plus de 40, 50 ans qui n'ont pas l'habitude d'utiliser un ordinateur, c'est déjà plus compliqué. Alors, on le voit sur les réseaux, les avant-après incroyables, c'est à la mode. Tu fais beaucoup de cas comme ça sur une année. Bah, j'en fais énormément, c'est ma pratique de tous les jours. Donc sur une semaine, je pense faire 2-3 cas comme ça. Je poste pas tous mes cas parce que je poste que les cas maintenant qui sont vraiment waouh avec un bel avant-après ou une technique spécifique que je peux montrer. Mais oui, c'est vraiment les cas du coup de tous les jours. En fait, c'est simple, hein, je fais le matin un cas esthétique 3 fois par semaine. Donc 3 fois par semaine, une préparation, 2 semaines après la pause. Donc ouais, j'en fais un et demi ou deux par semaine du coup. Et ça répond à une demande, c'est parce que tu vois il y a besoin quelque part ou c'est... Mais alors oui, il y a besoin, ça répond à une demande parce que le patient vient me voir parce qu'il a été conseillé soit par un ami dentiste, soit par un membre de sa famille qui est dentiste, ou encore son propre praticien plus généraliste, où il a une demande spécifique esthétique, le patient, et on me l'adresse. Donc c'est pas comme si j'avais un patient lambda qui venait au cabinet juste pour un bilan ou un détartrage et que je lui trouvais un cas esthétique à faire. Mes patients sont déjà plus ou moins triés, donc dès que je le reçois, je sais que c'est pour de l'esthétique. T'es un petit peu le dentiste de la dernière chance. Ouais, en quelque sorte. Pour certains cas, honnêtement, oui, il y a certains cas qui sont très complexes où vraiment, et c'est les cas que j'adore, c'est les cas les plus intéressants. C'est les cas malheureusement où le patient a subi un traumatisme, accident, Ouais. où vraiment c'est compliqué, où le patient, où il y a eu déjà des soins de réaliser d'autres dentistes qui n'ont pas abouti de la bonne façon, qui se sont dégradés niveau osseux, gencives, enfin où ça vraiment ça va plus, où là je reprends le travail et ça c'est les cas les plus intéressants. Après il y a d'autres cas où c'est de l'esthétique un peu plus pure et dure, où clairement je suis pas le dentiste de la dernière chance, là tout le monde avec un bon prothésiste peut le faire. Ok. Et du coup, quand tu reprends un cas comme ça euh, et que tu repars à zéro en quelque Mhm. sorte, le patient, comment est-ce que tu lui expliques, comment est-ce que tu gères le fait que ça a dégénéré jusqu'à maintenant Mhm. et les possibles questions qu'il puisse te donner sur à qui est la faute, la responsabilité, à qui elle appartient. Alors ça c'est très compliqué hein, parce qu'il faut rester quand même confraternel, donc Mm. on ne peut pas taper à tort et à travers sur les autres confrères, ça je le fais pas. Euh, Ça m'est arrivé une fois où vraiment, enfin vraiment c'était un carnage et là je dis bon ben
écoutez, moi je fais un devis et puis ensuite il faudra peut-être voir avec votre assurance. Mais bon, j'aime pas faire ça. Faut rester confraternel. Parfois, on sait pas non plus. Enfin voilà, nous aussi, enfin moi aussi, je peux faire des erreurs. On croit bien faire et puis ça a mal dégénéré. Bon, ben c'est à la faute de qui? Du patient, du praticien, de la faute à qui? Enfin, il Mm, n'y a pas forcément de faute parfois. Toujours est-il qu'ils viennent me voir. Ils savent qu'il y a quelque chose qui est pas allé, qui va pas dans leur sourire. Ils veulent l'arranger. Je leur explique ce qui va pas. Et puis je sais aussi leur expliquer que à l'instant T, le dentiste a fait le travail, mais qu'au bout de 10 ans ou au bout de 5 ans, ben, c'est pas pareil, que c'est la faute aussi des dents, de la physiologie du patient, et que c'est pas imputer une responsabilité à quelqu'un. J'aime pas ça, on peut pas savoir réellement, enfin, parfois si, entre nous, mais non. Alors, je sais pas si on va pas le couper ça. mm. Est-ce que des fois, du coup, tu te caches des fois en disant, des fois ça peut arriver, c'est comme Bien ça. sûr, bien sûr, bien sûr. Moi, j'émets un avis sur ce qu'il faut réaliser. Mm. Je n'aime pas émettre un avis sur ce qui a été Tu réalisé. te concentres sur ce qui est possible de faire. Exactement. Ouais. Et quand le patient que mais je comprends pas, on m'a pas dit, mais je fais oui, mais on vous adresse ici parce que justement j'ai un œil nouveau, un peu plus complet parce que c'est ma spécialité, donc je peux aller plus loin. Un dentiste généraliste, enfin n'est pas formé pour ça, donc c'est pas. Moi j'apporte quelque chose de nouveau. Je juge pas ce qui a été fait. Donc, quand tu dis un dentiste généraliste, c'est un dentiste qui en fait sort de la fac ou éventuellement a fait une ou deux formations. Oui, c'est ça. Enfin, c'est vrai que c'est un dentiste omnipraticien qui fait du travail dentaire d'omnipratique, donc qui soigne tout, du soin, des tartrages, un peu de chirurgie, un peu d'avulsion, un peu, enfin, de la prothèse. Enfin, voilà, l'omnipraticien classique. Soit qui sort de la fac, Mm. soit qui exerce de cette façon depuis des dizaines d'années sans être formé ou en ayant fait des formations. Enfin voilà, c'est dentiste omnipratique. Et l'omnipraticien que tu décris, est-ce que sa formation et puis sa pratique de tous les jours Mm. pénalise en quelque sorte le patient dans le sens où il s'occupe que du problème que décrit le patient, mais pas de la globalité, ce qui ensuite est difficile à gérer si toi tu le prends en charge et que tu dis, en fait, on va pas juste se concentrer sur votre dent qui vous fait mal, il faut regarder Ouais. le reste, quoi. Alors franchement, ça dépend parce qu'il y a, enfin, 10 dentistes, 10 plans de traitement différents. Ouais, c'est C'est ça ça. que je leur dis aux patients. Et en fait, il y a des dentistes omnipraticiens qui font du traitement global. Il y a des dentistes omnipraticiens qui font du traitement unitaire. Il y en a qui bouchent les trous, entre guillemets. Il y en a d'autres qui aiment bien quand tout est. Enfin, je peux pas. Un dentiste omnipraticien qui aime son métier, qui veut bien faire, je pense qu'il le fait bien. D'autres, ils ont d'autres problèmes dans la vie personnelle que traiter leurs patients. Ils veulent traiter de façon classique, mais c'est plus peut-être de la dent unitaire, de la bobologie. Enfin, chacun a sa pratique telle qu'il la souhaite. Je suis pas là pour émettre un avis dessus. Ouais. Quand le patient il vient me voir, c'est pour un nouvel avis, une nouvelle façon de faire. T'écoutes ses demandes. Ouais, j'écoute ses demandes, je lui explique ce qui ne va pas dans sa bouche et ce qu'il faut faire. Et je lui propose un plan de traitement correspondant à ce que je vois moi. Est-ce que quand tu réalises un travail, tu penses à quoi ça va ressembler dans 10 ans? Ouais, absolument. Parce que même si on n'établit pas de garantie au patient, déjà s'il pète la moindre chose ou que ça va pas au bout de 5 ans, en général, je reprends tout gratuitement à mes frais, Ah 5 ouais? ans. Après, au bout de 5 ans, bon, ben, chacun, enfin, il y a des patients je sais pas, j'ai enfin, des super facettes, ils croquent, j'ai une jeune fille là, qui a croqué dans une pêche avec le noyau de la pêche en plein milieu, ben, elle s'est cassé les deux facettes. C'est pas ma faute si c'est cassé, mais ça fait 2 ans que j'ai posé les facettes, je les reprends à ma charge. Après, ça dépend de comment on voit les choses. Mais du coup, tout ça pour dire que oui, je pense à ce que ça va ressembler dans 10 ans parce que je veux que les 10 années où le patient a payé mon travail, je veux que ça vieillisse bien. Au bout de 10 ans, je ne peux pas le prédire, mais je fais en sorte que pendant 10 ans, ça tienne la route. Et vous voyez, un patient, quand j'étais un peu plus jeune praticien, je suis omnipraticien à la base, Mhm. je fais de l'esthétique que depuis 2 3 ans, réellement que ça. Quand il y avait une dent où je me dis, tiens, cette dent, elle n'a pas de férule, elle n'a pas de machin, allez, on va tenter, ça peut tenir 2 ans et après on mettra un implant. Maintenant, je ne le fais plus. La dent, si elle ne peut pas tenir plus de 5 ans,
bon, ben, on passe à quelque chose de plus fixe. C'est ma façon de voir les choses où le patient, il veut pas revenir X fois pendant X années pour le même problème. Il vient, il veut que le problème soit réglé de façon correcte, mais c'est à moi de faire la balance entre la durée de vie et ne pas trop abîmer non plus sa dent, voilà, pour qu'il soit tranquille. Donc, avant, peut-être que tu l'étais un peu plus opération de la dernière chance. Maintenant, c'est un petit peu plus Exactement, ouais, ouais, la pérennité. exactement, ouais. Je suis moins opération de la dernière chance parce que bah, ça marche pas forcément bien, donc voilà, c'est dernière chance, auquel prix? Ça dépend de l'âge du patient, de sa qualité de brossage, de ce qu'il a en bouche. Si le patient il a plein de prothèses en bouche, au bout d'un moment, on va faire moins d'efforts qu'un jeune de 30 ans qui a les dents nickel et qui a une dent, oui, qui peut être peut-être sauvée. C'est vraiment différent. C'est patient dépendant hein, au Mm. final et praticien dépendant. Et aussi l'équipe avec laquelle je m'entoure, parce que je fais pas tout du coup. Donc il y a un endo, un paro. C'est Enfin, c'est pratique, la vie ça. de plusieurs à l'instant T. Malheureusement, 6 mois après, on pourrait avoir un autre avis. Hein. C'est ça qui est compliqué, ça reste de l'humain. Ouais, puis Et c'est l'humain, on aussi, mais change c'est d'avis. joli que ça puisse évoluer comme ça. Parce que Exactement. les plans de traitement que tu avais, par exemple, il y a 5 ans, c'est pas les mêmes C'est que pas ceux que les tu as mêmes du maintenant. tout. Exactement. Et tu te dis, putain, j'aurais dû faire ça. Et c'est trop ça. Et après, je me suis un peu détaché de cette image parce que franchement, tu te prends trop la tête sinon. Et j'ai dit non, à l'instant T, j'ai pensé ça parce que ma capacité de cet instant T, ben, je pouvais faire que ça au maximum. 5 ans après, je peux faire beaucoup mieux. Mais dans 5 ans, je pourrais faire peut-être beaucoup mieux. Ouais, Donc voilà, il faut s'en détacher. Tu as fait le maximum de tes à capacités à l'instant l'instant T. T. Ouais. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a des tendances ou des perceptions différentes sur ce qui est considéré comme un sourire parfait dans différents pays ou cultures? Ouais, j'ai vu les choses même évoluer assez rapidement. Au début, quand je faisais de l'esthétique, le patient voulait bah, des dents. Alors, en France, c'est couleur naturelle quand même, blanc mais naturel. Dès qu'on va vers le sud de la France, c'est un peu Marseille, c'est plus blanc, mais ouais, c'est blanc naturel. Et ensuite, le patient, au tout début, voulait, vous savez, tu sais, le bord libre, le bord incisal, là, bah, pas trop translucide. Et Ouais, maintenant, avec les réseaux sociaux, ouais, il voit beaucoup de sourires de facettes de Dubaï, des pays de l'Est, etc., où ils aiment bien justement faire un bord libre très, très marqué, caractérisé ouais, et translucide. ouais, Et avec le maintenant, lobe. les patients me demandent ça. Alors qu'avant, ils ne voulaient pas, justement. Trop drôle. Donc c'est assez. Alors c'est bien pour moi parce que du coup j'aime bien faire ça, mais ils sont de plus en plus exigeants à cause des réseaux sociaux aussi. Justement, j'allais y passer. Est-ce que c'est plutôt positif ou qu'est-ce qui explique que notre profession, on lui demande, on est de plus en plus exigeant vis-à-vis des résultats qu'on est susceptible de fournir aux Mm. patients? Alors pareil, c'est les réseaux sociaux, le fait de se filmer avec le portable en permanence, de se prendre en photo, de regarder ce qui se fait aussi. Donc plus on voit alors, il y a aussi tous les influenceurs Mm. qui sourient, qui ont fait des facettes, etc. Donc les jeunes C'est sont de terrible plus ça, en ça me plus. fait. Ouais, c'est un peu un fléau hein, sur ça. Alors en tant que dentiste qui fait de l'esthétique, ben, d'un autre côté, je suis content parce qu'il y a de plus en plus de demandes. Mm. Donc, c'est ce qui m'intéresse aussi. En revanche, là où je suis pas content, c'est ben, les jeunes qui ont des dents qui sont nickel et qui veulent quand même des facettes. Et si je les fais pas, ils iront voir ailleurs. Bon, qu'est-ce qu'on fait, tu vois? J'aime pas quand il y a des dents saines taillées pour mettre des facettes. C'est pas bon non plus. Mm, mm. Donc, ça peut être un fléau, ces influenceurs. Et ensuite, les réseaux sociaux qui te montrent une dent qui est parfaite avec des résultats faits par des mecs comme à Dubaï, qui c'est qui est super connu APA? Alors, il y a APA en Amérique, à Dubaï, etc. Mais il y a surtout Duval qui fait des choses sublimes. Mm. Et les patients, ils veulent, je veux ça. Ben, si tu veux ça, va le voir. Parce que, parce que j'ai pas son prothésiste, j'ai pas ses capacités. Ouais. Alors, je vais faire bien, mais pas aussi bien. Donc, il vient te voir avec une demande qui est quand même Haute. euh, super haute. C'est les plus belles facettes, enfin, quasiment du monde entier. Donc il faut leur faire comprendre que tu peux faire des facettes, mais pas aussi bien. Donc s'ils veulent aussi bien, ben, ils vont à Dubaï, ils payent 3000 € la facette et voilà, il n'y a pas de secret. Mm. Mais c'est vrai que les exigences du coup sont de plus en plus hautes. Et ben justement, je vais rebondir sur ce que tu dis. Pourquoi il n'existe pas de classement de meilleurs dentistes au monde? Enfin, t'as beau chercher sur Internet, tu ne trouves pas ça. Alors que si tu veux chercher le meilleur restaurant au monde, le meilleur hôtel au monde, tu trouves. Mais pourquoi ça n'existe pas dans notre métier? Mais c'est vrai, c'est une bonne question ça.
pourquoi il n'y a pas de classement? Ça va être dur d'établir un classement qui pourrait juger. Mais franchement, je sais pas du tout. Là, vraiment, c'est vrai que vu qu'il y a autant de... C'est vrai qu'il y a les meilleurs restos du monde. Il pourrait y avoir le Il y a meilleur les médecin du Oscars, il y a les monde. meilleurs Ouais, acteurs, ouais. tu sais. Est-ce qu'il y a le meilleur médecin au monde? Est-ce qu'il y a le meilleur chirurgien au monde? Celui qui a fait les plus belles opérations, les Ouais, plus ouais. réussies. Et pour moi, ça serait Duval. Ok, ok. Et non, je sais pas. Non. Euh, En tant que dentiste, est-ce que tu as parfois cette malédiction de remarquer immédiatement les défauts dentaires des gens que tu rencontres? Ah, moi, je regarde la bouche directement, Direct. hein. Ouais. Je regarde pas les yeux, je regarde pas, je regarde rien du tout. Euh, la bouche en premier, Ouais, les yeux en deuxième, ouais. enfin, le sourire et tout. Et puis ensuite, faut que j'arrête ma phrase, sinon. Donc ça va, tu le vis bien. Ouais, je le vis bien. Les gens en face de moi, moins, parce qu'ils voient que je regarde forcément leur bouche. Ah ouais, les Et gens quand regardent? t'es dentiste, tu sais aussi, forcément, enfin, tu regardes tout, quoi. Tu dis, tiens, il y a une CCM là, tiens, c'est pas brosser les dents. Ouais, non mais c'est dingue. Et puis même quand tu regardes les infos, tu vois tous les défauts de... Ah, on voit tout, hein, on est déformé, évidemment. C'est classique. Alors une question un petit peu technique. C'était quoi ton pire patient ou ton pire cas clinique? Alors, j'en ai eu plusieurs, honnêtement. Mais moi, je pense que le pire cas clinique, c'est les patients psychologiquement pas stables ou des patients qui sont soi-disant traumatisés de leur ancien dentiste, ça s'est Mhm. mal passé. Avec leur ancien, puis leur ancien aussi, tu vois, tu te dis, tiens, mal passé avec un dentiste, deux dentistes, elle a pas l'air, ou il a pas l'air très stable. Et puis tu dis, tu sais, t'as le syndrome du héros, tu fais, bah attends, si les autres n'ont pas réussi, moi, t'inquiète, je vais réussir. Et puis non, en fait, tu te casses la gueule parce que bah, le patient, au début, ça se passe bien, et puis tu vois qu'il est border, et puis il commence à t'écrire plein de mails, à appeler 5 fois le cabinet pour des trucs que t'as pas le temps de gérer, t'as d'autres patients, Ouais. ah, pourquoi vous m'avez pas appelé, machin. Et puis ça commence à dégénérer assez rapidement. T'as pas trop compris pourquoi. Et tu es obligé d'arrêter parce que sinon, si tu commences à faire trop de choses, à lui poser les définitifs, ça va jamais. Ces machins, non mais il y a En des, fait, au final, il veut juste que tu t'occupes de lui. Il veut juste ton oui, attention. il veut juste mon attention, mais un peu trop. Et puis ça va jamais en fait, hein. Il y a vraiment il y a des psychologies qui passent pas avec la mienne, mais qui passent avec personne non plus, hein. Ouais, Voilà. c'est pas parce C'est le que... patient psychologiquement qui est trop stressé, qui en veut à la terre entière et ça va jamais. Ça va jamais. Hmm. Et ces patients-là, tu les adresses où? Tu leur dis, je sais pas faire. Bonne question. Je me laisse encore avoir où je commence à les soigner. Là, tu vois, j'ai arrêté il n'y a pas longtemps avec une patiente, mais c'était un enfer. Et tu vois, j'ai commencé à extraire, à mettre un implant, à préparer. Et au stade des provisoires, jamais contente, des provisoires. Hmm. Pourtant, c'était beau, quoi, déjà. Tiens, je me dis, oula, c'est bon, j'arrête. On fait, écoutez, on a perdu une perte de confiance, relation praticien-patient. Hmm. Vous pouvez aller voir. Tu dois lui donner trois noms différents, trois adresses différentes. Alors, ça peut être à l'hôpital, ça peut être autre part. Et puis, moi, je lui rends son dossier médical et puis c'est tout. On Puis arrête. basta. Notre relation est conflictuelle. Enfin, vous n'avez plus confiance. Je ne veux plus. Je n'ai plus confiance dans notre relation de soins, moi non plus. J'ai le droit aussi de ne pas vouloir aller plus loin. Hmm, hmm. Donc, dans ce cas-là, ben, on arrête. On arrête, tout simplement. Bah, il vaut mieux s'extraire de ces Ah, il cas-là. faut mieux s'extraire. Voilà, si j'ai appris quelque chose cette année ou ces 2 dernières années, c'est de m'extraire des situations où de toute façon ça n'ira pas. Il faut mieux qu'on arrête là avant d'aller plus loin. T'as déjà suffisamment de stress dans l'année pour pas Mais en c'est rajouter. ça, exactement. Et c'est pour ça. Et c'est des patients qui te grignotent le cerveau. Au final, tu as d'autres cas qui sont complexes, avec un stress sous-jacent quand même, dès que tu fais de l'esthétique ou des choses un peu complexes, même des choses pas complexes. Le métier de dentiste, c'est difficile. Le patient, il est stressé, il te file son stress, tu es stressé de base. Si le patient, en plus, il est psychologiquement il t'en veut et tu vois que ça peut aller plus loin et il t'envoie des mails dimanche à minuit. C'est juste pas possible. Tu L'enfer. vas te coucher, tu reçois un mail de la patiente ou du patient de 20 lignes et il dit ah, non, non, ça va pas. Tu te couches, t'arrives pas à dormir, t'es énervé. Non, c'est pas la vie que je veux, quoi. Ouais. Donc ça, il faut savoir s'en séparer assez rapidement ou savoir les repérer. Hmm. Et donc, à ton avis, est-ce que c'est pas à double tranchant le fait d'avoir ce genre de patient? Est-ce que ça te pousse pas à te dépasser? Parce qu'au final, c'est eux qui ont les pires attentes.
Hmm. Et deuxièmement, le revers de la médaille, c'est effectivement que ça t'apporte un stress qui n'est pas nécessaire. Mais c'est à double tranchant. On m'adresse les cas difficiles ou les cas où le praticien a vu que bah, le patient était trop exigeant ou trop exigeant, il me l'adresse à moi. C'est Donc, ça, au final, tu peux te retrouver avec des patients qui sont un peu pénibles. mais c'est pour ça, j'ai que des patients, enfin, en gros, 100, allez, 90% de mes patients sont des patients exigeants, assez pénibles. Ok. Après, dans les 5% qui restent, il y en a des très cool, et 5% qui restent, il y en a des psychologiquement où ça ira jamais. Ouais. Il faut savoir les repérer et c'est compliqué. Ça vient qu'avec l'expérience, je pense, et puis je me laisse toujours avoir. Donc tous mes patients sont quand même assez compliqués, et parfois c'est vrai, je me demande, enfin, qu'est-ce que je fous là? Ok, ça me plaît, je me dépasse, je fais des trucs qui me semblent sympas à faire, je suis content limite d'aller bosser, et puis parfois je me dis, mais qu'est-ce que je fous là? Je vais aller m'installer ailleurs avec des gens qui sont beaucoup plus cool, avec une pratique plus classique, moins prise de tête, enfin voilà quoi. Le chirurgien qui pose un implant sur la dent du fond si le patient a pas mal, c'est bon, pourtant l'implant il peut être comme ça. Mm. Mais le patient, il ne le voit pas. Tu poses une dent devant, le patient, crois-moi que tous les jours, il se regarde et ah non, il y a ça qui est là. Voilà. C'est toujours plus compliqué l'esthétique. Mm. Et puis l'esthétique, enfin, les demandes aussi ont évolué parce qu'il y a 50 ans, les gens étaient juste contents de pouvoir mâcher, et puis Ouais, même c'est si la ça. dent était pas du tout de la même couleur que celle d'à côté, quoi. Ah, mais quand tu vois des patients qui arrivent avec des notes de piano à la place des dents, tu te fais putain. Et puis tout d'un coup, ils arrivent chez toi, ils sont hyper exigeants. Tu dis, c'est pas possible. Mais ouais, les choses ont évolué. Bon, même si à l'époque, il devait y avoir quand même de toute façon des patients exigeants, ça, je pense que c'est pas. Ça a évolué et c'est en augmentation avec notre époque, mais ça a toujours été le cas. Mais c'est aussi pour ça que notre métier évolue. C'est parce qu'il y a des patients qui sont de plus en plus en demande. C'est ça, c'est ça. C'est à double tranchant. Alors, une question vraiment technique pour le coup. Je ne sais pas si tu as vu cet article qui a été publié dans la revue Science Advances, qui date de mars 2021, Mhm. par l'équipe du docteur Takahashi. L'étude, elle porte sur une thérapie génétique qui vise UACAG1 par un anticorps monoclonal. La thérapie génétique, elle s'applique, ils l'ont appliquée, pardon, dans leur étude sur des furets qui sont diphyodontes, comme Mhm. les humains. Donc, ils ont eux aussi deux dentitions au cours de la vie. Et ils montrent la réapparition de dents. Donc, ils pensent commencer les essais cliniques en juillet 2024 et ils espèrent l'accès au grand public en 2030. C'est une première mondiale. Et est-ce que tu penses que potentiellement, ce serait la fin de notre métier si jamais on arrive à faire repousser des dents? Non, je pense pas que ce soit la fin de notre métier. Justement, ça remplacera peut-être les implants pour le Hmm. coup, mais il faudra toujours quelqu'un pour la faire repousser au bon endroit, la faire La pivoter, tractée, ouais. la tracter. Enfin voilà, ça sera On va jamais. tous se transformer en orthodontiste. Ouais, c'est ça. Non, non, mais en vrai, non, ce sera pas encore la fin de notre métier, pas parce qu'on fait repousser une dent que il y aura encore enfin, ça va pas coûter, ça va coûter cher forcément de faire repousser une dent. Donc au début, il y aura quand même des soins qui vont s'instaurer sur les autres dents qu'on a déjà en bouche et pas attendre la fin de la dentition pour faire repousser une dent. Alors peut-être en 2130, hein, mais est-ce qu'on sera toujours là, humain, pour le voir? De l'eau à couler sous les ponts, ouais. Est-ce que tu peux nous parler des formations que tu animes? Oui. Alors j'anime des formations avec un confrère, Jean-David Beauchâtel. C'est notre formation qu'on a créée il y a 2 ans maintenant et vraiment elle est de plus en plus aboutie. Ça dure 3 jours. Et justement, là, pour le premier jour, c'est sur tout ce qui est analyse esthétique, communication patient, le SmileCloud. On fait beaucoup de TP sur ordinateur Mhm. pour maîtriser le logiciel. Deuxième journée, c'est vraiment axé sur le blanc, les différentes céramiques, comment gérer la céramique, les couleurs du substrat, l'épaisseur, etc. Tous les petits détails qu'on n'apprend jamais et qu'on a appris avec l'expérience. Et le troisième jour, c'est vraiment tourné vers le rose, donc l'élongation coronaire, l'alignement des gencives et puis la gestion un petit peu implantaire quand il est vert. Donc ça reprend vraiment pour faire un cas esthétique abouti ce qu'il faut savoir. Hmm. Ensuite, je fais aussi des formations uniquement d'une journée sur le SmileCloud. Je vais faire des formations sur les chips pour les praticiens et les prothésistes avec un prothésiste. Donc ouais, il y a plusieurs choses là qui arrivent en 2024 qui vont être sympas. Et les formations, tu les as créées ou tu ou les avais créées avec tes confrères
de manière à ce qu'elle soit accessible pour le dentiste et le prothésiste à la fois, si je comprends bien. Exactement, ouais, parce que bah, on a un binôme, hein, dès qu'on fait de l'esthétique, un dentiste sans le prothésiste, ça n'existe pas. Donc il faut quand même, bon, elles sont quand même plus tournées vers le praticien, mais il y a quand même des choses pour les prothésistes, et souvent on en a hein, aux formations, on a toujours par session un ou deux prothésistes. Et c'est génial de les avoir. Hmm. Et c'est souvent les plus motivés qui viennent aux formations. Ouais, c'est les plus motivés ou ils sont un peu jeunes, ils travaillent avec des praticiens un peu motivés. C'est un métier prothésiste et dentiste qui peut être un métier passionnant. Et en fait, c'est des métiers passion où ben, quand tu es dedans, tu veux bien faire et tu vas apprendre des nouveaux skills. Hmm. Et puis il y en a d'autres, ils s'en foutent. Ouais. Ok. Bah, une dernière question. Si tu avais un conseil pour les futurs dentistes. Conseil pour les futurs dentistes, ben, regardez ce qui se passe justement sur les réseaux sociaux, les nouvelles techniques par rapport à ce qu'on apprend nous en formation de base. Souvent, ça n'a rien à voir. Allez vous former, passionnez-vous pour le métier parce que c'est quand même, on a la chance d'avoir un métier manuel. Et honnêtement, faire quelque chose de ses mains tous les jours, je trouve ça pour l'équilibre mental, mais même physiologique, quelque chose de très agréable. Regarder ce qui se passe ailleurs et voilà, et progresser toujours. Hmm. Ouais, c'est vrai qu'à la fac, on a l'air de te dire, bah c'est bon, vous savez tout, vous êtes Ouais, dentiste, on sait rien. c'est ça le On truc. sort de fac, de n'importe quelle fac, on connaît quoi, la base, Hmm. on sait soigner entre guillemets un patient. En vrai, on sait rien faire. C'est ce qui se passe après, l'expérience, faire des cas, se planter, progresser. C'est comme ça qu'on apprend. Hmm. Bah, merci beaucoup Avec plaisir. pour cet entretien passionnant sur ton parcours, tes perspectives, sur la profession dentaire et les avancées récentes dans le domaine. J'ai vraiment apprécié avoir ton point de vue d'expert. Avant de nous quitter, est-ce que tu pourrais dire à nos auditeurs où est-ce qu'on peut retrouver ton travail? Où est-ce que Hmm. tu es présent sur les réseaux sociaux? Alors, je suis présent énormément sur Instagram, Pierre Layan, docteur Pierre Layan, et enfin là, je suis en train de faire un site internet donc qui va sortir Top. cette semaine justement. Ça s'appelle Pierre Layan Formation. Ah ben, on a l'avant-première. Donc Nickel. classique, on n'a pas voulu se prendre la tête sur le nom PL Formation, Pierre Layan Formation. Top. Ben, on mettra toutes ces informations dans la description de la vidéo, que tout le monde puisse te contacter facilement. Avec plaisir. Merci encore et à Merci bientôt. à toi, à bientôt.